Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé avec Stan. Stan, comment ça va? Qu'est-ce que tu nous racontes? Ça va, tranquille, et toi? Franchement, posé. Écoute, j'ai envie de dire que toi aussi, tu as des choses à raconter quand même. Tu étais dans un périple, je ne sais pas en fait, je ne sais pas si tu te la joues à la Thomas Tuchel. Est-ce que tu étais dans un petit périple qui t'a permis de pouvoir te recentrer au niveau de tes idées, tu vois, de te recentrer physiquement et tout ça? On a un nouveau Wilou, mesdames et messieurs. En plein milieu de la saison, on a un Wilou 2.0 qui vient de revenir du Japon. Ton voyage avait l'air top, donc voilà, franchement, déjà ça. C'était lourd. Tu m'as manqué, nos petits échanges, nos conversations animées et les drafts m'ont manqué. J'ai presque commencé à faire des drafts un petit peu, la draft de la CAN notamment, parce qu'il y a eu les tirages au sort là, qui étaient tirages au sort des phases de groupe qui étaient assez pimentés, notamment pour vous. Mais ouais, non, c'était génial, un peu moins spirituel que les retraites de Thomas Tuchel, je sais plus où c'était, genre en Indonésie ou un truc comme ça. Je sais plus, quelque part comme ça, ouais. Ouais, c'était un grand moment ça. Mais non, c'était génial. Merci à toute la communauté, l'audience qui a été patiente, et j'espère que le retour du Stan and Wilou Show vous fait kiffer, parce que nous, ça nous fait kiffer. Et on a une paire de très gros sujets qu'on va traiter, un sur ma chaîne, l'autre bien sûr du côté de chez Stan. On va faire le Ballon d'Or ici, le top 10 du Ballon d'Or, et chez Stan, le Tocard d'Or, qui va être assez sympa aussi. Donc rendez-vous du côté de chez lui pour aller checker tout ça. Mais en attendant, c'est quand même aussi un truc un petit peu risqué auquel on se livre aujourd'hui. Il va y avoir la cérémonie lundi prochain. Et nous, on a envie de faire notre top 10 du Ballon d'Or. On a eu les nominés depuis un moment, là, les 30 nominés depuis septembre, il me semble. Et on a composé notre top 10, petite discussion, tranquille, à la cool, comme vous en avez l'habitude. Voilà, c'est parti. Stan, est-ce que tu veux commencer avec ton 10e? Et peut-être on peut en enchaîner. Bon, de toute manière, ça va beaucoup se recouper. Donc on le fait un peu en freestyle. Bon, écoutez, d'abord, tu sais, mon gars. Oui, tu vas poser quelques points liminaires, j'ai l'impression. Non, mais tu sais, on est en 2023, on rentre dans 2024, à l'ère de la technologie, du AI, des machins, des trucs et tout. La situation, elle est compliquée. Le football, effectivement, il a changé, tu vois. Parler du Ballon d'Or, c'est pas simple. Parce que tu te rends compte que quand tu fais le top 10, toi-même, tu as mal. En fait, il y a des boys là, ils sont là, ils traînent, miskin, j'ai envie de les mettre dans le top 10 et je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Ils sont forts, ils ont fait des belles saisons. Mais malheureusement, tu es obligé de faire des choix qui sont draconiens. En fait, là, les places coûtent cher, Wilou. Les places coûtent très cher, en fait, pour être dans ce top 10 là. C'est assez difficile, quoi. Tout est subjectif, donc voilà. Écoutez, que personne à la fin de cette vidéo ne vienne nous fatiguer. Que personne ne vienne nous fatiguer, je dis bien, que ce soit moi ou que ce soit Wilou. Il y a des gars ici. Non, Wilou, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi, parce que là, je suis énervé, déjà. Il y a des mecs ici. Il y a des mecs ici. Il y a quelques années, ils nous ont dit Jorginho Ballon d'Or. Ces gars-là, franchement, il y a des gars qui sont battus. Je me rappelle, on a fait des spaces ici, j'ai fait des spaces. Il y a des mecs qui m'ont dit Jorginho Ballon d'Or parce que c'est le meilleur milieu de terrain qu'ils ont vu, machin, etc. Alors que cette année-là, à Chelsea, ok, il était bon, mais il y avait N'Golo Kanté, demi-finale face au Real, N'Golo Kanté. En fait, les gens, ils ont oublié, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous ont fatigués, propagande Jorginho Ballon d'Or. Depuis ce jour-là, je pense qu'on a tous le droit de dire ce qu'on veut. Si j'ai envie de dire que Niklas Brentner, les jeunes ne le connaissent pas, lors de Brentner, j'ai envie de dire que les Ballons d'Or, il sera Ballon d'Or aujourd'hui. Ah ouais, t'es parti là. Donc voilà, bref, allez, on y va. Intéressant. Non mais t'as raison de souligner. Déjà, je trouve le truc Jorginho, j'y ai pensé aussi, parce qu'il y a un cas qui m'y a fait penser dans ce top 10. Ça montre un petit peu la perspective historique ensuite que ces classements acquièrent et que les débats de l'époque acquièrent, même si il y a des Ballons d'Or où à l'époque on en parlait beaucoup, genre des Snyder ou Ribéry. Même encore aujourd'hui, tu dis ouais, pourquoi pas, peut-être que ça aurait pu le faire, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres maintenant, tu dis bon, ça on était peut-être parti un petit peu trop loin. Ah, franchement, trop loin. Et le deuxième truc que ça met en lumière, je trouve, ton exemple, c'est c'est très subjectif, et notamment parce que les critères sont pas du tout clairs, et parce que le foot est très dur à quantifier individuellement aussi, je trouve. Autant sortir un MVP en NBA, ça me semble plus simple, même si l'année dernière apparemment c'était pas si simple que ça pour beaucoup. Mais surtout, je vais dire en foot, le Ballon d'Or, les critères, ils ont tenté d'être redéfinis. France Football a essayé de les redéfinir, je crois il y a 1 an ou 2. Franchement, moi j'avais trouvé que ça devenait encore moins clair qu'avant. Donc voilà, c'est notre top 10 vraiment en freestyle et un peu très subjectif, mais c'est pas la méthodologie la plus nette et implacable possible.
Ouais, c'est difficile. Franchement, là même, Voilà, c'est difficile. Voilà, c'est vraiment mieux dit difficile. comme ça. Mais Voilà. écoute, on est obligé de faire des choix, car dans la vie, il faut faire des choix. Je trouve que mon numéro 10 sera un gardien de but. Tu vois. Ok. Je trouve, bon, c'est assez compliqué, quoi, tu vois, souvent avec les gardiens, parce que tu te dis, si tu en mets dans le top 10, faut que tu sois logique avec toi-même. Je pense qu'il y a quelques années, ils nous ont fait un coup où, je sais plus c'était qui, il n'était pas dans le top 10, mais après il a gagné le trophée ou quelque chose comme ça. Le trophée. Edouard Mendy, non? Je pense, hein, il était pas dans le top 10, il gagne le trophée alors que Courtois est dans le top 10. Il y avait un truc comme ça qui s'était passé un peu bizarre. Moi, j'ai envie de dire que je pense qu'il y a eu des gardiens qui ont été exceptionnels au courant de la saison. On les connaît tous. Il y a André Onana, il y a Marc-André Ter Stegen qui n'est pas nominé. Il y a Emi Martinez qui a été exceptionnel à la Coupe du Monde. Il y a Yacine Bonou qui sait gérer Liga Europa, machin, Maroc et tout. Mais moi, j'ai envie de mettre, je dis bien, bon, voilà, à cette 10e place, Marc-André Ter Stegen. Parce que non seulement il n'est pas nominé, si je me trompe pas, si je ne m'abuse pas, hein, en fait, hein, si je me trompe, dites-le moi. Ouais, j'avoue, j'ai pas rechecké, mais je crois qu'il y avait un petit truc mais comme il me ça semble par rapport à que Ter c'est Stegen. ça. Et l'année passée, il fait juste une saison exceptionnelle en Liga. Pour deux raisons, en fait, tu vois. Déjà parce que il fait, je pense, plus de 25 et quelques clean sheets. Ils étaient à pas loin de battre le record. Malheureusement, bon, tu sais, le Barça, de temps en temps, ils sont pas sérieux, en fait. C'est ça leur problème. C'est qu'en fin de saison, ils se sont un peu lâchés. Ils ont commencé à encaisser des buts. Mais au-delà de cela, c'est le fait d'avoir eu ce leadership-là quand il le fallait. C'était une nouvelle défense quand même, tu vois. C'était une défense qui avait des joueurs qui venaient d'arriver. Il a réussi à vraiment, je dis bien, avoir ce leadership envers ces joueurs-là, que ce soit Jules Koundé, que ce soit Christensen, Araujo qui était déjà là, bien sûr. Il a été exceptionnel, tu vois. Et je pense que, je sais pas pourquoi, en fait, on oublie ça. Parce que le Barça n'a pas été bon en Champions League, ça je suis d'accord. Mais si on doit récompenser sur une saison, et tu regardes ce que les gardiens ont fait, et que moi dans ma conception des choses, Emi Martinez, il a déjà gagné, si je me trompe pas, le trophée de Best et puis tout ça, après la Coupe du Monde. Et même si sa saison à Aston Villa, elle est très bonne en ce moment, elle a été très bonne la saison passée, j'ai envie de dire que moi l'année passée, franchement, c'est cette défense du Barça là, c'est ces clean sheets là, c'est un top Marc-André Ter Stegen. Et même jusqu'à présent d'ailleurs. Donc voilà. Ouais, t'as raison, il n'était pas nominé. Il n'était pas parmi les nominés. Hein. Voilà, moi je trouve que franchement ça c'était grave quoi. Je pense que c'était grave parce que ils se sont pas gérés. Donc, en fait, le football ne s'arrête pas toujours à une compétition, j'ai l'impression. Et souvent c'est peut-être ce qu'on fait parce qu'il y a les compétitions qui nous marquent, tu vois, Ligue des Champions, World Cup. Ouais, intéressant. Mais du coup, j'ai hâte de connaître ton top 1 là. Si effectivement tu valorises l'amplitude de la saison versus une compétition comme pour Emiliano Martinez. J'ai hâte de savoir qui t'a mis à la première place. Intéressant. Tu ouvres le bal de fort belle manière. En tout cas, ça c'est ton 10e choix. C'est très très intéressant. Je l'avais même pas considéré effectivement comme il n'était pas parmi les nominés. J'ai pas pensé, mais t'as totalement raison. Franchement, Ter Stegen, il a été incroyable, extraordinaire la saison dernière. Et je pense que l'énorme performance défensive du Barça qui, je crois, avant les tout derniers matchs de Liga, genre avant les 4 derniers, était à 14 buts encaissés, un truc fou dingue comme ça. Bah ouais, c'était en grande partie grâce à la muraille qu'ils avaient dans les buts. Donc ok pour Ter Stegen, et je valorise aussi le fait de mettre un gardien, c'est toujours le poste oublié du Ballon d'Or, donc très très cool. Moi j'ai mis Bernardo Silva, parce que cette année, c'est l'année de Manchester City, et il a joué tous les matchs de City en Ligue des Champions à un niveau qui était stratosphérique. Encore une fois, Bernardo, un gars qu'on va un petit peu oublier parce que le rendement statistique, il n'est pas aussi impressionnant que les autres. Je crois que même toute compétition confondue, je suis pas sûr qu'il y ait 10 buts ou 10 passes décisives, donc c'est des single-digit numbers, quoi. Mais c'est un des seuls gars de City, comme on a dit, à avoir joué tous les matchs de Ligue des Champions. Il marque les 2 premiers buts contre le Real Madrid en demi-finale de LDC, qui sont tellement importants. Il est hyper clutch en fait sur les matchs clés de City en LDC, aussi contre le Bayern. Il met un but, le premier, enfin pas le premier, c'est Rodri qui met le premier, mais il met le deuxième but et il donne la passe décisive pour Rodri. Mais c'est 4 contributions décisives contre le Bayern et contre le Real qui sont hyper importantes. Et voilà, juste Bernardo Silva, grosse année, hyper important dans le dispositif de Pep Guardiola. Je le mettrai à cette position. Et 9e place, du coup, pour enchaîner, je mets Victor Osimhen. Parce que 26 buts, meilleur buteur de Serie A, le capocannonière et qui apporte le titre à Naples, qui délivre la ville, qui est un peu la figure emblématique, avec Kvara, que je mets pas dans mon top 10 pour le coup, mais peut-être voilà, un peu dans la liste complémentaire. Mais Osimhen, il fait une très très grosse saison. Il y a une série impressionnante de buts un petit peu au retour au début 2023.
Mais peut-être que ce qui m'empêche de le mettre encore plus haut, peut-être que certains le mettront encore plus haut, mais ce qui m'empêche un peu, c'est que malheureusement, il est en quart de finale de Ligue des Champions, il rate l'aller, donc il peut pas avoir suffisamment d'impact. Le Naples en aurait bien eu besoin contre l'AC Milan. Et aussi, même si ça apporte le titre à Naples, et c'est magnifique, 26 buts, c'est génial, mais par exemple, c'est un de moins que juste Ciro Immobile l'année dernière. Donc c'est pas non plus la performance record extraordinaire à 35 buts, machin. Même si, voilà, très très belle performance individuelle, et quand tu finis 9e du Ballon d'Or, forcément, c'est que ça a été une grosse saison. Donc tu m'as dit Osimhen, parce que je vais les écrire juste pour être sûr, et avant ça tu m'as dit Bernardo et Osimhen. Bernardo, effectivement, Bernardo, demi-finale de Ligue des Champions. Ça, il n'y a pas grand chose à dire. Après, le problème il est là, tu vois. Moi je vais être honnête avec vous, je pense que j'ai 4 ou 5 joueurs de Manchester City en fait dans mon top 10 du Ballon d'Or. Pareil. Parce que en fait les boys là, ils ont dominé quoi. C'est il n'y a rien qu'on peut y faire, ils ont juste dominé en fait. Ça fait mal, mais bon, il faut être, je pense, objectif et rendre à César ce qui appartient à César. Donc du coup, effectivement, j'aime bien ton choix numéro 9 de Osimhen. Pourquoi ? Parce que j'avais Osimhen en numéro 9 en fait. C'est aussi drôle que ça. Et par contre en numéro si je peux me permettre d'enchaîner, Osimhen en numéro 9 et mon numéro 8, c'est Julian Alvarez. Intéressant, ça, débat intéressant, vas-y. Il est pas dans mon top 10, mais pas trop moi c'est Julian Alvarez en fait, c'est le Glock. Franchement, c'est le Glock. Moi, je rigole même pas avec l'enfant. Je rigole pas avec l'enfant. Pourquoi ? Parce que je regarde sa saison et je me dis, en fait, franchement, le petit, l'année passée, je pense qu'il fait partie des top attaquants, en fait, sur la saison. C'est pas le boy qui a marqué le plus de buts, mais c'est un des boys qui a peut-être marqué les mémoires à travers ce qu'il a réussi à faire sur le terrain à des moments décisifs, tu vois. Et le football, c'est ça. Pour moi, le football, c'est ça. Donc, Julian Alvarez, la Coupe du Monde qu'il nous fait et la Coupe du Monde compte dans ce Ballon d'Or-là, dans la saison du Ballon d'Or, pour moi, elle est juste exceptionnel en fait, tu vois, parce qu'avant la Coupe du Monde, c'est pas forcément un joueur qui est connu par le grand public et même peut-être même par la plupart d'entre nous, on le connaît pas forcément, tu vois. On sait qu'il y a Manchester City a recruté un nouveau boy comme ils ont fait dans le temps avec Gabriel Jesus, en se disant bon, on va voir le petit peut-être qui va percer et tout, et hop, il arrive. Je pense qu'il joue 13 matchs et quelques en première ligue, il te claque 9 et quelques buts si je ne me trompe pas. Sa Coupe du Monde, elle est exceptionnelle, il est décisif presque constamment, sauf le premier match qu'il n'a pas eu l'occasion de jouer parce que je pense que c'était Lautaro Martinez qui était en pointe, donc du coup il réussit à s'installer aussi. Son début de saison, ça n'a rien à voir, mais tu le vois qu'il continue en fait sur la même lancée. Pour moi, franchement, il a été exceptionnel l'année passée, donc je mets Julian Alvarez. Vas-y, tant qu'on y est, du coup, est-ce que tu peux nous donner l'origine du surnom Le Glock ? J'ai ma petite idée, mais je crois que j'ai raté la vidéo où t'as inventé ce truc, donc pourquoi ? C'était juste parce que, en fait, c'était simple. Dans ma tête, à chaque fois, je me disais, bon, Haaland, il claque des buts, donc c'était genre une mitraillette AK-47, voilà, plusieurs rounds à la seconde et tout. Et puis, à un moment donné, je me dis, mais tu vois, je prends un peu plus, c'était quel match, et genre Pep il sort Haaland après 2 ou 3 buts et après il fait rentrer Alvarez met 2 buts et après là moi je m'assois, j'ai dit mais c'est-à-dire que Pep il manque jamais de munitions quoi, tu vois, et tout est parti comme ça dans ma tête, tu vois, il y a des liens qui se font comme ça. Donc c'était la comparaison à Haaland qui était l'arme un peu plus lourde et lui le pistolet mitrailleur un petit peu plus petit format mais très exactement efficace. Et je disais dans la vidéo, faites attention à Guardiola, tu vois, quand tu fais la fouille corporelle il faut aller jusqu'aux chevilles parce que le mec il a toujours un Glock aux chevilles, tu vois, il a toujours le petit Glock qui est là. Ça c'est Julian Alvarez. Et moi je trouve que ça va être un des grands joueurs dans le futur, donc Julian Alvarez numéro 8. Pas mal. La raison pour laquelle je trouve que c'est évident de le considérer, c'est parce que cette saison 2022-2023, qui est d'ailleurs, faut peut-être le rappeler, c'est pas le Ballon d'Or d'une année civile qu'on est en train d'attribuer cette saison, c'est le Ballon d'Or de la saison. Cette saison 2022-2023, c'est la saison de l'Argentine et de Manchester City. Et Alvarez, du coup, il a les deux. Et il a le plus beau palmarès possible, imaginable. Première Ligue, FA Cup, Ligue des Champions, Coupe du Monde sur une même saison. Le gars, il plie le game à, je sais pas quel âge il a, 22, 24 ans, un truc comme ça. Donc, forcément, t'as envie de le considérer. Et moi, je vais dire, je l'ai considéré surtout pour la Coupe du Monde. Parce qu'il marque 4 buts en Coupe du Monde quand même. Et à partir effectivement du match contre l'Arabie Saoudite, et peut-être un match aussi où il est un petit peu reposé ou quoi, mais sinon, il joue tout en tant que titulaire. Contre la Croatie,
en demi-finale, il plante un doublé. Il joue jusqu'à la prolongation, jusqu'à la seconde moitié de prolongation contre la France en finale. Donc ouais, il fait un très très gros mondial. Le truc qui m'empêche un petit peu de le mettre, c'est que effectivement, il a été le Glock, le super sub, mais du coup, quand on regarde par exemple toute la phase à élimination directe de Ligue des Champions, il joue 55 minutes sur tous ses matchs confondus. Et il joue pas une seule minute en finale de FA Cup non plus, par exemple. Donc c'est un gars qui a pas été titulaire, quoi. Après, c'est ce City-là où finalement, peut-être que la conception de titulaire, elle est un petit peu plus floue et dissoute dans ce Manchester City-là. C'est toujours un groupe de 14, 15, 16 qui tourne énormément, etc. Mais ouais, c'est les raisons pour lesquelles, perso, je le mets peut-être juste en dessous du top 10. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, sur le dernier point, c'est le fait que effectivement en Ligue des Champions, il n'a pas forcément eu l'occasion de pouvoir briller. Ça, par contre, je suis d'accord. Même si du coup il marque un but en demi-finale contre le Real Madrid. Donc finalement, même avec peu de temps de jeu, il a été ce gars ultra efficace, le super sub, mais assez peu utilisé sur la fin de saison de Man City. En tout cas, voilà, ça c'est donc ton 8e choix. Moi, mon 8e et mon 7e, pour continuer sur la veine Manchester City, c'est John Stones à la 8e place et Gundogan à la 7e. Stones, parce qu'il a été le point d'inflexion de la saison de City. Enfin, si on doit sortir les joueurs les plus importants ou les moments clés de cette saison, la plus grosse saison de l'histoire de City et une des plus grosses saisons d'un club tout court au XXIe siècle, ça arrive avec le repositionnement de John Stones, avec l'invention de ce milieu en boîte et John Stones aux côtés de Rodri. En plus, il fait cette énorme finale de Ligue des Champions, la finale du Beckenbauer de Barnsley, là, avec ses 6 dribbles réussis sur 6 tentés. Il a été monstrueux et c'est tellement un moment important de la saison de City quand il bascule, je crois en février, un truc comme ça, aux côtés de Rodri, que j'ai envie de mettre ça en lumière. Et Gundogan, parce que ça a été... Il y a beaucoup de joueurs clés, hein. Je crois que sur tous mes joueurs de City, j'ai marqué le joueur clé de Guardiola, mais en fait, c'est le cas pour tous. Il est le capitaine, il est le gars qui soulève la coupe à la fin. Il a marqué tellement de buts importants et était tellement important dans ce rôle de milieu offensif un petit peu sur la gauche du carré, de la boxe. Et le doublé contre United, par exemple, en finale de FA Cup, mais aussi à la fin en Première Ligue, 2 doublés consécutifs, je crois, contre Leeds et Everton sur des matchs, c'est genre 34e, 35e ou 36e journée de Première Ligue, un truc comme ça, les 2 d'affilée, qui donnent un petit peu le titre dans ce duel contre Arsenal. Gundogan, voilà, il a été énorme aussi, et donc Stones Gundo, c'est 8e et 7e pour moi. Yeah, c'est des très bons choix, franchement. J'ai pas mis un Gundogan. J'étais en hésitation sur John Stones, tu vois, entre John Stones et puis Rodri. Ce qui est assez compliqué parce que tu te dis, c'est Jean-Pierre, il a été pertinent, tu vois. C'est un bon joueur, franchement. Moi, je me rappelle quand les supporters de... qu'est-ce qu'ils disaient les supporters d'Everton, je pense, quand ils leur ont vendu Stones, les supporters de Liverpool, ils disaient genre Money can't buy you Stones ou quelque chose, ils étaient en train de chanter, ils se moquaient de lui en fait au début. Mais effectivement, c'était un tocard, c'était difficile. Mais bon, qui n'a pas été tocard avec Pep Guardiola? Bon, à part les boys du Barça à un moment donné. Tu sens qu'il y a vraiment une évolution qui a été faite et franchement, l'année passée au milieu de terrain, il a été exceptionnel. Donc ce rôle hybride-là mériterait largement pour moi d'être inséré dans ce top 10 du Ballon d'Or, tu vois. Mais donc t'as mis ni Stones ni Gundo. Non, j'ai pas mis Gundogan. Mais j'étais en hésitation. Et pas Stones non plus. J'étais en hésitation entre John Stones et puis Rodri. Ok, d'accord. Donc du coup. Et là, du coup, je pense que vu la manière à laquelle c'est parti, effectivement, vu que tu as mis John Stones, tu vois, on va faire un classement un peu plus varié, tu vois. Mais j'aurais mis John Stones, mais je vais mettre Rodri quand même. Rodri 7e? Rodri 7e. Intéressant. Je l'ai mis 3e. Pardon? On en discute. Vas-y, on en discute maintenant. Vas-y. Donc, Rodri 7e. C'est lui, Jorginho Ballon d'Or. C'était Vilou. C'est lui qui était derrière la propagande. Non, mais Rodri a été exceptionnel. Franchement. Il a été exceptionnel, ça je suis d'accord. Mais je trouve que les boys que j'ai mis devant ont aussi été exceptionnels dans ce qu'ils ont fait, tu vois. Donc, du coup, l'argument pour moi, pour Rodri, parce que, vas-y, on les balance un petit peu en freestyle dans le désordre. Pour moi, Rodri,
c'est presque le joueur le plus important de City sur la saison dernière. Je suis d'accord. Et ça me semble assez différent de Jorginho quand même à l'époque, parce que son influence, elle est incroyable. C'est pas juste les trophées qu'il a gagnés, etc. Et pour le coup, si on regarde les distinctions, bah évidemment, il y a le fameux vainqueur de Première Ligue, vainqueur de FA Cup, vainqueur de Ligue des Champions, vainqueur de Ligue des Nations aussi avec l'Espagne. Il est homme du match de la finale de Ligue des Nations. Il est homme du match de la finale de Ligue des Champions. Il est élu joueur de l'année de la Champions League. Il marque le but en finale, le but le plus important de l'histoire de Man City, peut-être à égalité avec celui d'Aguero contre QPR. Mais bon, en gros, genre, le but de la saison 2022-2023 en club, c'est Rodri qui le marque. Il marque le premier but aussi en quart contre le Bayern, qui est tellement important. Et au-delà des buts, parce que c'est pas là-dessus que tu vas juger un milieu défensif, c'était le joueur vital du dispositif de Guardiola. C'est le nouveau Busquets, mais parfois avec le Busquets moderne, un peu le Busquets des années 2020, avec une couche physique en plus vraiment impressionnante, capacité à répéter les efforts. En vrai, il a joué 100% des matchs importants de City. Les seuls moments où il joue pas, c'est les moments où ça le fait un peu tourner en League Cup ou pour le reposer sur les rencontres de fin d'année de Première Ligue. Je pense que ça a été littéralement le premier joueur coché sur la feuille de match par Guardiola systématiquement. Et toujours en tant que titulaire, et il a eu aucun bas. Donc moi, j'ai pas vraiment souvenir de performance, de match raté de Rodri. Je trouve que de A à Z, il a été impressionnant, et en plus, il a été décisif dans les vrais gros moments qui comptent, en étant élu homme du match sur les finales. Je pense que la saison de Rodri, c'est simplement que on a tendance à mettre moins haut au Ballon d'Or des gars qui sont des milieux défensifs parce qu'ils statent moins, parce qu'ils prennent un petit peu moins la lumière. Mais la saison 2022-2023 de Rodri, je pense c'est difficile pour un milieu de terrain qui n'est pas un milieu de terrain offensif créateur de faire mieux que ça en fait. Pour moi, ça va être le gold standard pour un milieu défensif / central quoi. Donc je le mets en dessous du duo quand même, le duo qui me semble intestable. Mais par exemple, je l'ai mis au-dessus de Kylian Mbappé. Et donc ça, on en parlera, je pense, tout à l'heure. Mais voilà, je conçois que c'est un choix un peu spécial. Mais pour moi, il mérite. Ton plaidoyer est acceptable en fait, beaucoup plus qu'acceptable, donc j'ai pas grand chose à dire sur ce plaidoyer là. J'avoue que je le positionne à cette position de numéro 7 là, et tout ce que tu as dit, je suis d'accord. En fait, pour moi, c'est un joueur exceptionnel. Malheureusement, tu vois, le Ballon d'Or est ce qu'est le Ballon d'Or est, quoi, tu vois. Donc je me dis, connaissant la manière à laquelle les votes du Ballon d'Or vont aller, il y aura beaucoup d'ingratitude, tu vois. Je m'attends pas du tout à ce qu'il soit positionné à la 3e place par le panel des votants. Je pense qu'il sera même pas dans le top 5. Par contre, effectivement, si tu regardes, il l'aurait mérité, tu vois. Il l'aurait largement mérité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, l'année passée, il a juste été exceptionnel. À chaque fois, je le dis en plus dans les vidéos, je dis dès que Rodri, il va pas bien, Rodri, dès qu'il va pas bien, l'équipe, elle va pas bien. C'est un truc qui est direct. Il y a même pas de corrélation directe, en fait. Tellement, même là, récemment, tu vois, quand on joue face à eux et tout, Rodri, il est pas là pendant quelques matchs, ils en perdent 2. C'est ouf. C'est ça. Bah, après, c'est les joueurs où ils ressortent moins parce qu'il y a peut-être moins d'images marquantes et parce que voilà, c'est pas des profils offensifs, mais toi, t'as regardé quasiment tous les matchs de City la saison dernière, tu suis la Première Ligue assidûment et tout. Les gens comme toi savent l'importance qu'a eu Rodri. Donc ouais, je pense vraiment c'est l'échelon, le gold standard pour sa position et ça mérite une grosse place. Ouais, alors là, ça commence à devenir compliqué parce que là, j'ai dit donc Marc-André Ter Stegen 10e, Osimhen 9e, Alvarez 8e, Rodri 7e. Rodri 7e. Bon, là, ça commence vraiment à être très serré parce que pour la 6e place, c'est compliqué. Pour la 6e place, c'est assez compliqué parce que là, j'ai un mec là. C'est mon boy, tu vois. C'est mon boy, tu vois. C'est que moi aussi, je fais trop des trucs avec des sentiments. C'est ça mon problème. C'est mon boy. C'est mon boy. Est-ce que t'as mis Saka dans le top 10? Non, j'ai pas osé. J'ai mis aucun joueur d'Arsenal, donc j'ai beaucoup réfléchi. Même Odegaard, j'ai réfléchi. Je me suis dit non, je pense que j'avais à mettre un joueur, j'aurais mis Odegaard, tu vois, pour le leadership, pour même la saison, en fait, 15 buts, etc. Mais après réflexion, là, ça tourne. J'étais en ballottage, j'étais en hésitation. Et pour la 6e place, c'est difficile. C'est assez difficile. C'est très difficile pour moi. Mais pour la 6e place, j'ai envie de mettre
En fait, je suis en hésitation entre 3 joueurs. Attention, faut pas se tromper, hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, je suis en hésitation entre 3 joueurs, tu vois, pour cette 6e place-là. J'ai Bernardo Silva. Ok, ouais. Pour cette 6e place-là. Tu l'as déjà mis dans ton classement un peu plus haut. Mais moi, je trouve que c'est juste un joueur exceptionnel, en fait. Autant Rodri, autant machin, tout ça. Mais moi, Bernardo, il est juste magnifique, en fait, ce boy-là. Ouais. Il joue partout. Bernardo, même latéral, il a joué à un moment donné. Je dis avec Guardiola, c'est dans des animations de jeu. Ensuite, Mohamed Salah, qui a encore une fois fait, même si Liverpool, la saison passée, elle est difficile, tu regardes la saison individuelle de Mohamed Salah et tu te dis, ouais, le gars, il est toujours aussi performant, en fait, tu vois. Il arrête pas de marquer des buts. Ouais, la saison, elle est énorme. En plus, il est passé meilleur buteur de l'histoire de Liverpool ou quelque chose comme ça, je pense, l'année passée, si je me trompe pas. Les 180 et quelques buts et tout, je pense que il se rapproche. Franchement, en tout cas, oui, à Liverpool, c'est le meilleur buteur, ça c'est sûr. Et peut-être dans le classement, j'avoue que le Shearer, il est loin, lui, et puis Harry Kane, mais il se rapproche. Et chaque année, c'est des saisons à plus de 30 buts, si je me trompe pas, toutes compétitions confondues ou presque. Donc, et même cette saison encore, il est reparti sur les mêmes bases. Donc c'était entre Bernardo, Salah, et ensuite c'est assez compliqué, quoi. Mais j'avais Vinicius, tu vois. J'avais Vinicius parce que Vinicius, c'est la constance. Ces derniers temps, la saison passée, elle a pas été facile en général, j'ai envie de dire pour le Real. C'est la saison du départ de Karim Benzema. Karim Benzema aussi fait une belle saison. Il aurait pu être là. C'est difficile. Même Robert Lewandowski peut prendre cette 6e place, tu vois. Je sais pas, Willou. Je sais Lewandowski, pas. Ouais, des gros stats maintenant. Après, c'est dans la pertinence du collectif et tout ça. Il a été un peu moins pertinent là où tu l'attendais. Donc, du coup, j'ai envie de donner cette 6e place à Bernardo Silva. Ouais, donc Bernardo, Salah et Vinicius. Ouais, et ça sera Bernardo. Ça sera Bernardo qui remporte la 6e place. Mais du coup, tu mets Salah 5e et Vinicius 4e, c'est ça? Non. Je les sors du classement. Ah, Vinicius, tu le mets pas dans ton top 10 alors? Non, il est pas dans mon top 10. Waouh, intéressant. Non, c'est... Ok, nice. Je te dis, mec. Je t'ai dit, c'est mon boy. Franchement, c'est mon boy. Ok. C'est mon boy. La saison passée, je pense qu'il fait quoi? Il met 12 buts en Liga, un truc comme ça, peut-être 9 passes décisives. Il est très, très décisif, en fait. Il est excellent. Il a tout simplement été excellent. Peut-être qu'il aurait mérité d'être à la place de Julian Alvarez un peu plus haut, à la 8e place. Mais ouais, malheureusement. T'es en plein doute là. Ouais, c'est assez difficile, mec. Il est en panique. Là, je sais plus quoi faire, tu vois. Là, I am thinking out loud. C'est pas une draft, ça, non? Il y a pas de, je vais pas te prendre tes joueurs, hein. I am thinking out loud, tu vois. J'aurais pu mettre Vinicius à la place de Julian, sortir Julian de mon top 10. Mais définitivement, pour mon 5-4-3-2-1, ça, j'ai pas de doute. Ça, par contre, j'ai aucun doute. Ça, c'est clair, c'est carré. C'est à la 6e place qu'il y avait beaucoup de ballottage. Mais je pense que je vais mettre Bernardo Silva. Et tiens, on va sortir Alvarez. Et puis, on va mettre Vinicius en haut quand même. Intéressant, tu m'ajoutes des complications au montage. Mais on aime ça, on aime les choix, les revirements de dernière minute comme ça. Non, écoute, ça me permet de rebondir un peu sur Bernardo. Je suis d'accord, clutch en plus, au-delà de toutes ses qualités, c'est l'année de City, etc. Salah, je l'ai pas non plus dans mon top 10. Et Vinicius, je l'ai, mais je l'ai 6e. Ce qui me semble pour beaucoup peut être un peu bas. Je pense que toi, tu le mets 8e, moi je le mets 6e. J'ai vu beaucoup de gens le considérer un peu top 5. Je vais dire, dans cette année qui a été extrêmement compétitive, j'ai envie de presque downgrader un peu les positions offensives, parce qu'il y a eu des performances offensives tellement extraordinaire, et en même temps le ballon d'or, mon ballon d'or à moi, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, il est un petit peu plus représentatif de la variété de ce qu'il y a dans le foot. Il n'y a pas juste les actions décisives dans le foot, il n'y a pas juste les passes et les buts. Donc voilà, quelque part Salah et Vinicius, peut-être ils souffrent un petit peu de cette grosse concurrence des postes offensifs, et c'est pour ça que Vinicius, je le rétrograde un peu. Je crois que 25 buts et 24 passes D cette saison, toutes compétitions confondues, mais à la fin les titres du Real Madrid, c'est quoi? Coupe du Roi, Super Coupe du Monde des clubs. Coupe du Monde des clubs, yeah, c'est tout. Voilà, c'est ok, mais c'est aucune vraiment distinction majeure, comme le sont par exemple celle de Manchester City. Et sa Coupe du Monde à Vinicius, en plus, elle est sans plus. Il y a un seul but contre la Corée du Sud, la large victoire, et contre la Croatie, il est sorti au bout d'1 heure de jeu. Le match, l'élimination qui va en prolongation, etc. Et ouais, du coup, c'est pour ça que je l'ai mis 6e. À ma 5e place,
Et on rentre dans nos top 5. Du coup, toi, c'est Ter Stegen, Osimhen, Vinicius, Rodri, Bernardo. Et moi, c'était Bernardo, Osimhen, Stones, Gundo et Vini. À ma 5e place, j'ai mis Kevin De Bruyne. Le grand KDB, dont presque je désespère, parce que même si sur des saisons comme ça, il s'approche pas vraiment de la première place, je me dis que le ballon d'or de Kevin De Bruyne, on le verra jamais. Mais bon, il mérite au moins nettement le top 5. Pour moi, il fait meilleur passeur de Ligue des Champions, avec 7 passes D, meilleur passeur de Première Ligue. La saison énorme de City, voilà, on la connaît. Il a été fantastique contre le Real en demi-finale de Ligue des Champions, aller comme retour, avec son but extraordinaire, mais même au retour, il donne 2 passes D, si je ne me trompe pas. Il donne 2 passes D contre United en finale de FA Cup. Donc il a été dans tous les grands moments de City. Peut-être le truc qui l'empêche de monter encore un peu plus haut, c'est la Coupe du Monde de la Belgique, qui est un peu un désastre. Mais bon, franchement, il n'y a pas grand-chose à redire. Kevin De Bruyne, encore une fois. Et c'est peut-être ça le truc aussi des critères du Ballon d'Or. C'est si on parle vraiment statistique et impact individuel du joueur plus qualité esthétique, vraiment un joueur, celui que tu as envie d'avoir dans ton équipe parce que tu sais qu'il va rehausser n'importe quel collectif. Il est vraiment... c'est un joueur de football extraordinaire, tellement complet. Bah ouais, De Bruyne, il est hyper haut. C'est un vrai alien de son style, quoi. Donc un vrai fourré classe. Donc ouais, De Bruyne, 5e. Fair enough, je suis d'accord. Ouais, ça fait du sens en fait. Hein. De Bruyne, dans tous les cas, il est top 5. Je pense qu'il est top 5 mondial. C'est un joueur exceptionnel, quoi. Vraiment. Tu l'as mis encore un peu plus haut ou quoi? Ouais, je l'ai mis plus haut, tu vois. J'avais pas le choix. Moi, j'ai beaucoup trop de respect pour 3e. Effectivement, voilà. Troisième Kevin De Bruyne. J'aime. 3e Kevin De Bruyne, et même si je pouvais le mettre premier, même je l'aurais mis premier, tu vois, parce que c'est lui qui m'a donné cette inspiration-là, 6-8-10. J'ai dit, c'est lui, en fait, c'est lui, en fait, on ne sait pas, mais c'est lui le box-to-box des box-to-box, en fait. Lui, franchement, avec Guardiola, il a maîtrisé tous les postes. À un moment donné, il était à côté de Fernandinho, même il est devenu Fernandinho, tu vois. Après, quand il voulait monter, il montait, il marquait les buts, les passes les centres. Et De Bruyne m'a donné des punchlines dans les débriefs. C'est incroyable. Les passes qui sont des lignes imaginaires, qui traversent le terrain, comme celles qui traversent le globe. C'était l'Équateur. C'était Kevin De Bruyne, franchement. C'est un gars. Incroyable. Donc, ouais. Peut-être le truc qui est un peu dommage, c'est quand on pense à la Coupe du Monde, il y a le moment où il donne cette interview avec Hazard, là, juste avant le début, et on sent que les deux sont pas très confiants sur les chances de la Belgique. Moi, c'est aussi un petit peu un des trucs auxquels je pense quand je pense à Kevin De Bruyne. C'est un monstre absolu, techniquement, il est fou dingue. Mais parfois, tu te dis... il a l'air d'avoir un sacré caractère aussi, une sacrée personnalité, et il fait ce que lui a vraiment envie de faire. Et tu sens que s'il sent pas trop la vibe, etc., bon... Lui, il a sa situation où la machine fonctionne parfaitement à Manchester City. Et parfois, peut-être qu'il a manqué de leadership total avec la Belgique pour les emmener encore un cran plus haut. Mais bon, cette génération, elle était compliquée parce qu'elle arrivait vraiment sur la fin. Défensivement, c'était très très difficile. Donc voilà, c'est mon petit regret avec la sélection. C'est vrai, pour le leadership, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Peut-être que c'est un leadership différent, tu vois. Tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. D'ailleurs, même à ce titre, c'était Gundogan le capitaine l'année passée, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est vrai. Mais bon, écoute, on peut pas tout avoir dans la vie, miskin. Ouais, non, mais en plus, c'est un vrai leader technique et il est hyper inspirant et ça reste un gars pour lequel tu as envie de te battre, etc. C'est juste là, voilà, on est en train de parler des positions du Ballon d'Or, le top 5. C'est dur. C'est évidemment très tous compliqué. des phénomènes des aliens. Franchement, moi, ça me fait mal, quoi, le Ballon d'Or. On doit abolir le bail, tu vois. Je suis pas forcément en désaccord avec ça. Hein, franchement, on doit abolir l'affaire, tu vois. En fait, moi, je propose même que après cette année-là, l'année choc. Après cette année, l'année choc, on peut arrêter. On peut arrêter sur le dernier qui va gagner là. Hâte d'entendre. Mais donc tu mets De Bruyne 3e et du coup t'as mis qui 5e? 3e, 5e. Ah ouais, 5e pour moi, c'est un boy qui pour moi représente le football.
Ah, je l'adore. Franchement, je l'adore. C'est un bandit. En fait, je l'aime, j'aime sa personnalité sur un terrain de football. Je l'aime en tant que joueur de football. Il est très, très fort. Du coup, c'est un gars que j'ai pas dans mon top 10. Hein, il est exceptionnel, je dis, moi. Pour moi, c'est vraiment, c'est le boy là. En fait, le boy là est juste sensationnel. Il peut jouer partout. Il sait tout faire. Il est lent, il est rapide, il est pertinent, il est sympa. Il est drôle. Bon, de temps en temps, il est pas très, voilà, tu sens que, bon, voilà, heureusement qu'il est très intelligent sur un terrain de football, mais voilà, je suis fan. Top player à la Coupe du Monde. Et oui. Ah, Griezmann. Top player à l'Atlético Madrid. Antoine Griezmann, 5e. Pas mal, pas mal, pas mal. I stand by it. Ah ouais, I stand by it. C'est beau, c'est beau. Like, he's good. Non, c'est un top player, franchement, Griezmann. Même là. Le week-end passé, il a pas mis triplé ou je sais pas quoi. Il a pas le temps, lui. Chaque week-end, il est là. Même avec l'équipe de France, face à l'Écosse, là, tu le vois jouer, tu te dis, mais, ouais, le boy, en fait, Griezmann, il maîtrise, sa Coupe du Monde, c'est un délire. Il maîtrise, il est défensif, offensif, machin. Non, franchement, il est très fort. Non, ouais. c'est vrai. Une belle saison de la part d'Antoine Griezmann. Pour moi, si c'est juste football et qu'on dit que ouais, c'était qui les boys les plus pertinents, les plus forts, Griezmann, il faisait partie. Bon, la table, elle est plus large, hein, parce que lui, dans le temps, il pensait que c'était la table, lui, et Messi, il a pas compris que ça, c'est mort. Ça, c'est mort, ça. Mais la table, elle est plus large maintenant. C'est un buffet. Donc, il a de la place. Il y a de la place pour Griezmann. C'est vrai, Griezmann, je peux le faire rentrer dans mon top 10 quand je pense à Bernardo que j'ai mis 10e. Parce qu'en plus j'en parle à un moment, c'est un de mes arguments pour d'ailleurs le déclassement de Kylian Mbappé qui est peut-être un peu plus bas que ce que certains attendent, mais ok, donc tu mets Griezmann 5e, j'aime beaucoup. Yeah. Grisou 5e et 4e évidemment pour moi. Bon voilà, c'est le Kicks, hein. Là c'est le Kicks. Ouais, pareil. Mbappé est 4e pour moi. Bon, écoute, c'est une avancée. L'année passée il était 6e. Mbappé il avance. C'est Mbappé, franchement, moi je l'aime bien. Mais mec, tu sais que Mbappé c'est sa 6e nomination au Ballon d'Or. C'est ça que je dis, je l'aime bien. Et chaque année il vient. Lui c'est le seul boy. Mais ça passe trop vite. Le temps il passe trop vite. Moi j'ai l'impression Mbappé il vient d'arriver. Je sais pas si. Comment veux-tu que je te dise, c'est que le boy aussi, c'est qu'entre 2000 quoi. C'était 2017, non, la demi-finale Monaco-Juventus. Entre 2017 et maintenant, il y a quand même 5 ans, ça va vite. Le temps accélère à une vitesse, on devient vieux, Stan. 6e nomination au Ballon d'Or. C'est incroyable. Mais j'aime bien son attitude, quoi. Franchement, je le trouve cool parce que chaque année, il vient, il sait qu'il va pas gagner, tu vois. Il a juste gagné le trophée Copa la première année, 2018, mais sinon, chaque année, il vient tout sympa, il sait qu'il va pas gagner. À la cérémonie, ouais, il vient chaque fois. En même temps, c'est pas loin. Pour lui, c'est pas loin aussi. Voilà, c'est vrai que c'est pas un long déplacement. Théâtre du Châtelet, et puis, je ne sais pas où il habite dans Paname, ça doit pas être très loin comme déplacement, mais voilà. Écoute, Mbappé pour moi il a fait une très belle saison, hein. Franchement, on peut parler jusqu'à demain. On parle de football là encore une fois. Le Paris Saint-Germain, effectivement, ça a toujours été compliqué, mais n'empêche que voilà, Mbappé à la Coupe du Monde, il fait sa Coupe du Monde. C'est où qui met un doublé encore, c'est face à la Pologne ou un truc comme ça là. Il vient, il claque un doublé, des trucs. Il va en finale, le match il est compliqué. À un moment, tu te dis bon, il y a peut-être la baraka, il y a le destin, mais il y a le talent aussi, tu vois. Ça on peut pas enlever. Il y a le talent. C'est comme cette semaine en Ligue des Champions, passement de jambes, accélération de colibri, frappe croisée, on n'a rien compris, franchement. Donc le petit il sait jouer au football. Il est constant dans lui tout seul parce que Haaland fait une très belle saison, mais Mbappé fait une saison équivalente en fait en termes de statistiques. Franchement, je pense qu'ils sont à 2 buts ou quelque chose comme ça, 54, 56. Donc c'est pour dire malgré tous les problèmes qu'il y a eu à Paris. Donc il y a beaucoup de respect pour le Kicks. Donc 4e pour moi. Mais bon, le Ballon d'Or arrive pour lui. J'espère qu'il va le gagner un jour, hein, parce que là, il faut qu'il gagne l'Euro. Là, faut qu'il gagne l'Euro. Il faut que la France gagne l'Euro. En fait, il faut que la France gagne l'Euro. Mbappé, il fait comme la Coupe du Monde. Peut-être. Allez, vas-y. Peut-être que ça va peser parce que le Ballon d'Or est 3 mois après, tu vois. Maintenant, je pense Mbappé, Haaland, Bellingham, c'est un peu le trio qui semble émerger pour les futurs Ballons d'Or, hein, peut-être, mais on va voir. En tout cas, ouais, moi aussi, je l'ai mis 4e. Je crois que c'est bas. Hein. Je crois qu'on est tous les deux assez bas par rapport à. Je crois qu'il va finir 3e. Toi, t'as mis Kevin De Bruyne, moi j'ai mis Rodri. Voilà, on fait un petit peu le choix de Man City pour le podium, pour compléter le podium, le choix des grandes saisons collectives, parce que la réalité, c'est que la saison du PSG, c'est un peu un désastre. La réalité, c'est que Mbappé, voilà, à partir de... le PSG sort en 8e de finale de Ligue des Champions. Malheureusement pour lui, il arrive qu'à partir de la fin du match aller, et en plus, il est pas loin de l'impacter. Ça se joue à un petit hors-jeu de rien du tout. Décisif. Nuno Mendes, etc. Mais à la fin de la fin, il y a 0 but. Du coup, sur ce moment où ça sort, c'est vrai qu'à l'Allianz Arena, au retour, il est un petit peu invisible, comme le PSG dans son ensemble. Et
Bah ça c'est typiquement les trucs, moi je peux entendre totalement qu'on mette Mbappé troisième, qu'on le mette plus haut parce que le talent est tellement éclatant, enfin franchement moi ça reste aujourd'hui encore le joueur numéro 1 que je prendrais dans mon équipe si demain j'avais une équipe, si demain je pouvais recruter un gars dans le football mondial, bah ça resterait lui, parce que je trouve que c'est vraiment lui le cheat code et c'est vraiment lui qui est capable de choses totalement délirantes, hors normes, et bah c'est Kylian Mbappé quoi. Mais bah, cette saison, il y a la finale de Coupe du Monde avec le triplé, mais il y a aussi le quart de finale contre l'Angleterre où il passe un petit peu à côté, où il est un petit peu invisible. La France se réveille sur cette finale de Coupe du Monde, mais bien sûr, lui, il marque le triplé. Mais bon, c'est à la toute fin, ça dépend aussi beaucoup des entrées de Kolo Muani, de Marcus Thuram. Et je vais dire, avant cette finale où Griezmann est invisible, si l'équipe de France remporte la finale, un truc classique, genre 2-1, et t'as un but de Mbappé, un but de Griezmann, ou aucun des deux marque, c'est Griezmann, l'homme de la Coupe du Monde. C'est Griezmann de très très loin, le meilleur joueur français. Lui, c'est comme tu l'as mis quoi, cinquième. Yeah, c'est lui qui a porté l'équipe de France et qui était extraordinaire sur 90% du mondial jusqu'à la finale malheureusement où il a un petit peu disparu, mais voilà en fait malgré le fait que Mbappé finisse meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 8 buts, qui marque son triplé en finale, bah en vrai moi je trouve que c'est même pas le meilleur joueur français de la Coupe du Monde, mais bon après il finit aussi meilleur buteur de Ligue 1 avec 29 buts, mais c'est que la Ligue 1 etc. Bref, pour moi j'ai du mal à le mettre beaucoup plus haut parce que même avec le recul je pense qu'Mbappé il revient lui-même sur cette saison là, c'est pas une saison dont il est satisfait. Il y a cette très grosse Coupe du Monde, mais sinon le reste c'est un peu un échec, et d'ailleurs il est très très proche de quitter le Paris Saint-Germain parce que ça a été une saison échec et il faut faire beaucoup mieux sur la suite. À titre individuel, bien sûr, il est toujours aussi énorme, mais voilà, donc on met tous les deux Mbappé quatrième, et je pense qu'il y en aura beaucoup qui le mettent troisième. Dans les journaux français, bon, tu sais, c'est un peu toujours le truc, mais ça disait que c'était, en vrai, ça devait être un prétendant, que c'était entre Messi et lui, ou entre Haaland et lui, etc. Moi, je le mets quand même un cran plus bas que les autres. Mais voilà, et du coup, il reste les deux derniers. Yeah. Il reste les deux derniers. Yeah, les deux derniers, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, bon, il y en a qui seront pas d'accord, hein, tout à fait. Mais bon, écoute. Sauf l'ordre, peut-être. Hein. Ouais, mais gars, même l'ordre, en fait. Même l'ordre, en fait. Le gars qui paye le salaire du boy, même, il a dit qu'il doit être deuxième. Haaland, ça sera deuxième. Faut pas qu'il nous fatigue. Guardiola, lui-même, il s'est assis. Il a dit que, voilà, quoi, c'est la vie. Donc, toi, tu mets Haaland deuxième. Je mets Haaland deuxième. Et dans la même logique, en fait, de ce que je vais par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, tu vois, par rapport à Kylian Mbappé, tu regardes ça et tu te dis, moi, je pense pas que la saison, en fait, moi, je pense que tout doit être jugé par rapport à son contexte. Voilà. Pour que ce soit beaucoup plus simple à dire, tu vois. Tout doit être jugé par rapport à son contexte. Et donc, du coup, aujourd'hui, je regarde le contexte Manchester City et je me dis, ça a été une équipe qui a été exceptionnelle, mais on s'attendait, en fait. En fait, c'était l'expectation. C'est ça qu'on attendait. On attendait à ce que Manchester City, au courant de la saison, ils réussissent à aller en finale de Ligue des Champions et qu'ils la gagnent. Ils étaient pas loin face à Chelsea. Après, il y a eu des demi-finales, ça a été compliqué et tout. Mais à chaque fois, ils étaient là et on se disait, ça va arriver à un moment donné, tu vois. Là, ça a été l'apogée. Ils ont réussi à le faire. Donc c'est normal qu'il y ait autant de joueurs qui soient là, tu vois. Tu regardes le contexte Paris Saint-Germain et je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure, la saison elle n'est pas bonne. Cependant, dans cette saison qui n'est pas bonne, tu as des joueurs et des individualités qui réussissent à sortir du lot. Non seulement à travers leurs statistiques, même à travers la mauvaise saison, déjà à la base, parce que Mbappé il finit meilleur buteur, Messi il finit pas meilleur passeur ou pas loin, etc. Si je me trompe pas, hein, je pense qu'il de Ligue 1, ouais, Messi il finit avec 16 buts, 16 passes en Ligue 1. Il fait sa saison, hein, le tocard, vu que c'est un tocard en France. Il fait sa saison, tu vois. Il va en Coupe du Monde, il fait des choses exceptionnelles. Il fait des choses exceptionnelles, en fait, tu vois. Donc, et la Coupe du Monde, on peut pas l'enlever. Parce que là aussi, il revient un autre contexte. Le mec, on attendait à ce qu'il réussisse à porter son équipe jusqu'en finale et qu'il gagne la Coupe du Monde. C'était ça, l'expectation. Il l'a fait. Il l'a fait. Je ne vois pas le gros scandale qui peut faire qu'aujourd'hui on peut s'asseoir et dire qu'il ne mérite pas. Ok, Papou Gomez a été truc pour dopage, on s'en fout. Il a été impertinent. Non, bien sûr. Je pense qu'il n'y a aucun scandale dans les deux cas. Pour moi, voilà. Messi peut l'avoir, Haaland peut l'avoir. Il n'y a personne qui peut crier au scandale dans une des deux configurations. Donc vraisemblablement, c'est Messi qui va l'avoir. Parce que ça, c'est dommage, c'est leaké plusieurs jours avant. Il n'y a aucun suspense. Ouais, alors là, franchement, Willou, faut qu'on se fâche là. Là, faut qu'on se fâche parce que moi, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, j'ai envie de savoir. C'est pas les Oscars ou machin, tout ça, chaque année. On sait pas ce qui va être le meilleur film, en fait, tu vois. Et puis, il y a des gars qui sont quand même très respectés. Mais Leonardo DiCaprio est venu à combien de cérémonies d'Oscars avant qu'on lui donne un Oscar?
Miskin, le pauvre, grand acteur. Mais chaque année, il était là, il attendait. Il attendait. And the nominee is, and the winner is. Ça n'a jamais été DiCaprio. Tout le monde a gagné devant DiCaprio, franchement, jusqu'à il y a quelques années quand il a gagné son premier Oscar, si je ne me trompe pas, et son seul jusqu'à présent. Donc la vérité, elle est là. C'est qu'à un moment donné, quand même, une organisation comme France Football doit être capable de pouvoir maintenir le suspense et ramener les gars. Mais je sais pas, il y a trop d'ego dans le football, en fait. C'est quoi les gars veulent pas venir pour ne pas le recevoir. Mais, il nous fatigue, en fait. Ça, moi, ça m'énerve. Je suis désolé, ça c'est coup de gueule. Ça m'énerve parce que je vois pas ça dans les autres sports, nécessairement, tu vois. Les gars, dans les autres, bon, peut-être que les cérémonies, elles sont faites de manière différente, mais j'ai l'impression qu'il y a plus un brotherhood, tu vois. Il faut l'accepter à un moment donné. Je veux dire, chaque saison, on regarde les boys, objectivement, on est capable de dire, mais qui a été plus ou moins le meilleur ou pas le meilleur, ou qui était là ou qui était pas là. On peut débattre, ça reste que du football. Mais le fait qu'il y en ait qui décident de pas venir à la cérémonie parce que j'ai pas gagné, ça, je trouve ça dommage. C'est pour ça que je salue Mbappé tout à l'heure. Bravo à lui de venir chaque année. Il sait qu'il gagne pas. Ouais, t'as raison. Chaque année, il est là. C'est dommage. C'est voilà. Donc, bref. Excuse-moi, coup de gueule. Excusez-moi. Bon, je vais te donner mon idée sur Messi versus Haaland pour cette première place et tu me diras ce que t'en penses. Mon idée de base, c'est que c'est très serré entre les deux. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'écart dans les votes entre les deux, parce que je pense que vraiment les deux sont aussi légitimes l'un que l'autre. Ça dépend de ce qu'on valorise à la fin. Moi, je suis d'accord que le point d'acmé de Messi, le point d'apogée, c'est l'image de 2022-2023, plus encore que la Ligue des Champions de City. Ouais, Messi qui soulève la Coupe du Monde, c'est ça l'image. Et en plus, Haaland, il n'y a pas de but en finale de Ligue des Champions et il n'y a pas de but en demi-finale contre le Real Madrid non plus. Donc, et même en finale de FA Cup, je pense aussi. Ouais, pas non plus en finale de FA Cup. Et c'est sûr que du coup, si Haaland il marque un doublé en finale de Ligue des Champions et que Man City l'emporte 2-1, peut-être le discours qu'on tient est différent et que ça se joue à ces petits détails-là. Mais je comprends du coup. Je comprends ce truc de ouais, Messi, ok. Il a plané sur la Coupe du Monde. Il a été énorme par rapport à ça. Le truc là où je suis moins d'accord, c'est par contre, je pense qu'il faut plus assumer que faire le choix de Messi Ballon d'Or, c'est le choix d'un mois. Moi, je suis un peu moins d'accord avec le truc de dire ouais, mais tu sais, même tout au long de la saison, regarde quand tu regardes les stats à la fin, 16 buts, 16 passes D et tout. Ouais, mais en vrai, ça, c'est la Ligue 1 déjà. Et pour Messi, c'est des chiffres pas ouf, hein. 16 buts, 16 passes D, 32 contributions décisives. C'est son pire total depuis 2008, en fait. C'est son deuxième pire total. Le premier, c'était la saison d'avant avec le PSG. Messi Ballon d'Or, c'est oui parce que voilà, on valorise le mois de compétition qui a été extraordinaire et lui, il n'y a absolument rien à dire, qui a été magique. Perso, mon idée, c'est que je suis moins dans ce camp-là et d'ailleurs, j'ai pas du tout envie de donner du grain à moudre au truc Ronaldo, Messi et tout. Les gens qui suivent savent qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème avec Messi. Au contraire, j'ai genre 4 maillots de Messi, toutes les générations confondues. C'est un de mes joueurs préférés. Pareil avec Cristiano Ronaldo, il a marqué toutes les générations. Évacuons ce truc tout de suite. C'est pas du tout, il n'y a pas de ça dans cette idée. Mais moi, je valorise bien le truc de toute la saison. Et avec Erling Haaland, il y a la fin de Ligue des Champions où il n'y a pas de but, mais il y a le record de buts historique de Première Ligue battu sur la première saison de sa carrière à Man City. Il y a la Ligue des Champions qui est remportée par Man City. Le truc qui échappait aux hommes de Pep Guardiola depuis hyper longtemps. Lui, il arrive, il est la pièce manquante, il débloque le truc. Il est une des pièces manquantes. C'est pas la seule histoire de City qui remporte la Ligue des Champions, mais quand même, son impact est énorme. Les 36 buts, il n'a pas joué la Coupe du Monde, voilà, il peut pas faire mieux que ça, il a marqué à quasiment tous les matchs de la Norvège qu'il a joué, mais bon, si on commence à donner les ballons d'or que parce que tu fais partie d'une certaine nation, bah ouais, ça aussi je trouve que c'est un petit peu problématique. Et à la fin, juste j'ai envie de dire, Messi il remporte la Coupe du Monde, il remporte le trophée de meilleur joueur de la Coupe du Monde, ces deux choses-là elles sont logiques, et pour moi ça s'arrête là, parce que c'est des récompenses qui sont non seulement suffisantes, mais en vrai, elles sont bien au-dessus du Ballon d'Or. Et après, il y a la saison 2022-2023 qu'on évalue. Et même si pas tout est à jeter dans la saison 2023 de Messi, en club, je veux dire, bah, Haaland est pour moi net au-dessus. Et après, il y a des considérations de style de jeu, de préférence technique. Et là-dessus, je comprends qu'on préfère Léo Messi, aucun problème. Moi, je pense moi-même, je préfère Léo Messi, même si j'enlèverai rien à Haaland sur ses qualités de finition, de buteur. C'est pas parce qu'il marque des buts qui ont l'air simples, qui sont simples en réalité. C'est vraiment un tueur extraordinaire. Il a une perception des espaces. Enfin bref, tout ce qui fait le registre technique très particulier d'Erling Haaland.
Mais voilà, moi je valorise plus le temps long. Et à la fin, le mec finit meilleur buteur de Première Ligue, meilleur buteur de Ligue des Champions. Il a quand même 2 buts en quart de finale contre le Bayern. Il est élu meilleur joueur de l'année UEFA, joueur de l'année Première Ligue, soulier d'or européen. Si le mec gagne pas de récompense individuelle majeure sur cette année-là, en vrai, il la gagne, je sais pas quand il la gagne, donc ouais, moi j'ai mis Haaland premier, mais je suis pas non plus choqué, on inverse les deux, ça me pose pas de gros problèmes. J'entends tous tes arguments, en fait. Franchement, ils sont très pertinents. C'est difficile de trouver des contre-arguments par rapport à ce que tu as dit, parce que effectivement, écoute, le Haaland, il a tout fait la saison passée. Hein. Il a tout fait. Après une saison, c'est un peu des hauts et des bas, mais lui, il a plus ou moins été sur des hauts. On va dire quelques turbulences en fin de saison. Donc, c'est peut-être pour cela que finale de Ligue des Champions, tout ça, ça a été peut-être un peu plus difficile pour lui. Demi-finale, c'est des choses qui peuvent arriver. Mentalement aussi, il faut comprendre que c'est un gamin aussi, tu vois. C'est pas Léo Messi qui... Les objectifs étaient totalement différents. Je suis sûr que l'année passée, en débutant la saison, t'as Haaland qui est un gros transfert qui arrive à Manchester City. Il doit performer. Il y a une Community Shield qui se joue face à Liverpool, on s'en rappelle. T'as un Haaland contre Darwin Nunez qui commence à être créé en début de saison. Darwin Nunez remporte ce premier combat-là, mais on avait oublié, en fait, ce premier round-là, on avait oublié que c'était 12 rounds, quoi, en fait, tu vois. Et Miskin, le pauvre, après, il s'est fait écraser. Il a rien demandé parce qu'il a même pas demandé à être dans le combat. Ouais. C'est nous, on l'a mis dans le combat, le pauvre. Donc, c'est pour dire. Donc, Haaland, il part avec cette idée-là de se dire, j'arrive dans un nouveau club, c'est un coach qui est un grand coach. Il y a une grosse pression sur lui aussi, j'en suis convaincu, parce qu'on se demande est-ce qu'il va s'adapter à ce style de jeu-là, est-ce qu'ils vont réussir à jouer le style Guardiola avec Erling Haaland et tout. Et finalement, il fait une saison exceptionnelle, tu vois. Donc ça, on peut pas le lui enlever. Donc effectivement, j'entends tous les arguments que tu me dis. Après, Messi, moi, à côté, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans la même conception des choses et dans la même pensée, lui, il savait, en commençant la saison au Paris Saint-Germain, il savait que c'était sa dernière saison, il savait qu'il allait se barrer, il savait qu'il avait juste besoin de régler le problème de la Coupe du Monde. En fait, ouais, bien sûr, ouais. Tout a été fait en ce sens, ouais, clairement. Lui, en fait, tout son problème, c'était la Coupe du Monde. Alors, ça aurait pu être en décembre ou ça aurait pu être en juin. C'est tombé que c'est en décembre, donc ça lui a permis d'arriver encore beaucoup plus frais. Tu vois, beaucoup plus frais. Et on se rappelle d'un très bon début de saison de la part des joueurs du Paris Saint-Germain, incluant Neymar, tu vois. Ils ont été très bons en début de saison. Ils vont à la Coupe du Monde et Léo Messi réussit quand même à nous faire une Coupe du Monde exceptionnelle, une Coupe du Monde qui... Bon, en plus, c'était une belle Coupe du Monde en général. Il n'y a pas eu de scandale. Tout s'est plus ou moins bien passé. Je pense, hein, si je me trompe pas, il y a eu des fights et tout ça. C'est normal. Ça fait partie de l'ambiance de la Coupe du Monde, tu vois. Mais à la fin de la journée, je regarde ses performances et je me dis, le mec, il a été décisif dans tous les matchs. Il a constamment été homme du match, en fait. On était là. On a witness l'affaire. En fait, on n'est pas fou là, franchement. On se réveille à 4 heures du matin pour regarder les matchs. On a un witness, on était là, on était témoin. On était témoin en disant, mais c'est pas possible. Chaque match, il était homme du match. Chaque match, face au Mexique, il était là, les gars, galère. Mais il y avait rien dans ce match-là. Quiconque a vu la Coupe du Monde sait que c'était vraiment... Moi, je me rappelle, ce jour-là, j'ai regardé, j'ai dit non. J'ai dit, en fait, il y a que Messi, peut-être. Et oui, effectivement, peut-être, il l'a fait. Et l'entrée d'Enzo Fernandez aussi. Mais c'est-à-dire que tu regardes McAllister, c'est-à-dire qu'il y a il a réussi à vraiment regrouper. Mais De Paul était là. De Paul n'est pas un joueur extraordinaire, franchement, qu'on se respecte entre nous. Mais c'est un gars qui, quand tu sais que si le gars lui dit meurs, il va mourir. Et De Paul, il a vraiment tout donné. Donc, le gars a eu ce leadership-là, d'amener un groupe qui n'est pas un groupe extraordinairement fort. Franchement, je trouve que sur le papier, l'équipe de France, elle est beaucoup plus forte. Je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes, en fait, qui étaient beaucoup plus fortes que l'Argentine. Et un coach qui n'est pas le coach le plus expérimenté. Pour moi, il y a trop de facteurs, en fait, qui font en considération que je me dis, ouais, c'était ça, Coupe du Monde, en fait. On peut pas le nier ça et l'enlever. Maintenant, je suis d'accord sur l'argument de la saison. Effectivement, la saison est moyenne. Pour un gars qui a fait une saison à 90 et quelques buts il y a même pas 7 ans ou 8 ans, je suis d'accord que, effectivement, c'est une saison qui est très moyenne. Donc oui, je peux comprendre Erling Haaland numéro 1 et Messi numéro 2. Je pense que ça montre aussi l'importance du timing parce que, comme on a dit, je pense que si Erling Haaland il marque un doublé ou un triplé en finale de Ligue des Champions, peut-être ça change un petit peu les avis. Et possible. Aussi, pour moi, je pense que ça aurait aussi changé mon avis, même mécaniquement, si le mois de la Coupe du Monde, au lieu que ce soit novembre-décembre, hop, magiquement, tu le déplaces à juin-juillet et qu'on reste sur ça, plutôt que de rester dans ma tête sur les 6 derniers mois de Messi au PSG, qui sont vraiment bof, quoi.
Si on finit vraiment sur cette grosse Coupe du Monde et qu'il y a exactement la même chose qui se passe, mais juste tu changes l'ordre des choses, ça, je pense que ça aurait vachement impacté mon avis et j'aurais mis Messi premier. Donc ça montre aussi à quel point c'est des choses comme ça qui biaisent nos raisonnements. Et d'un autre côté, tu me disais que Kylian Mbappé, c'est vrai que là il est quatrième, mais la vérité c'est que si ce soir-là, que Lomouani il claque ce but-là et que Martinez ne fait pas l'arrêt, bah Kylian Mbappé il est sûrement Ballon d'Or en fait. Il est sûrement Ballon d'Or. Il est sûrement Ballon d'Or parce qu'on aurait été là, l'argument aurait été simple. On aurait dit attends, le petit, il a été champion du monde très très jeune, plus jeune joueur, machin, tout ça, appelé et aller tweeter. Vraiment, on connaît la connexion. Ok, 2018, ils ont gagné. Mais après, entre-temps, il y a eu ce upset-là, il y a eu ce match-là face à la Suisse. Malheureusement, il rate ce penalty. Il a réussi à se requinquer de cela. Il y a eu du leadership et tout. On lui a donné le brassard de capitaine, machin, tout ça. Je ne sais pas. Il arrive à la Coupe du Monde. Les gars, il gagne la Coupe du Monde. Il était mort. C'est Mbappé, Ballon d'Or, sans discussion. C'est pour dire, effectivement, tu as raison. Le fait que ça joue sur des petits détails comme ça, t'as raison. Le centimètre de la cheville là d'Emiliano Martinez, ouais, il fait sans doute la différence à la fin parce que Messi va le gagner alors que les deux jouaient dans la même équipe et qui sortent piteusement contre le Bayern les deux ensemble en huitième de finale. Donc ouais, sans doute, et c'est ouf, je trouve aussi, ça montre à quel point c'est une récompense qui est... Moi j'aime bien le Ballon d'Or pour son côté historique, je trouve ça sympa de ensuite aller voir le Ballon d'Or de 1995 et voir que c'est Matthias Sammer ou non, 97 ou 96, et tu dis oh, ok, intéressant, donc c'était ce gars-là, et après tu peux aller fouiller un petit peu, et c'est un peu une connexion à l'histoire du foot que j'aime bien, mais après sur les choix en eux-mêmes, bah là franchement ça montre à quel point c'est très très difficile et du coup je suis content de ton Griezmann 5, de mon Rodri 3, de récompenser les joueurs de collectif qui ont été extraordinaires parce qu'à la fin c'est surtout ça le foot. Tout à fait. Et même quand je dis, j'aurais pu mettre peut-être un point d'Arsenal, tu vois, j'aurais peut-être pu mettre Martin Odegaard. Parce que le foot, c'est aussi la subjectivité et les émotions. Voilà, toi-même, tu sais, tu vois, si tu me dis coach de l'année, j'aurais peut-être mis Super Mick Arteta, tu vois, on sait jamais. Non, mais franchement, c'est pas... Pour finir, moi, la récompense, personnellement, en fait, je trouve qu'elle me fatigue. Parce que c'est difficile, ça devient de plus en plus difficile de pouvoir juger. Et même dans le temps, quand tu regardes dans le temps aussi, c'était difficile. Tu regardes des ballons d'or 2002, 2003, 2004, 2005, mais les listes, mais dans le top 10, tout le monde peut gagner. Tout le monde peut gagner. Miskin Thierry Henry, il a jamais gagné, en fait. Tu vois, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde peut gagner, tellement les gars étaient forts. Faut tu regardes les joueurs, tu t'es comme, ouais, mais il y a que des top players. Il y a même pas un gars, tu doutes. Tu es comme, ouais, lui, en fait, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a échappé. Il y en a pas. Il y en a pas. Tellement donc c'est une récompense qui est à la fois prestigieuse mais très ingrate aussi, je trouve, parce que on peut peut-être à la fin limiter ta carrière en disant tu ne l'as jamais gagné, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas un très très grand joueur, et ça c'est quand même dommage, tu vois, parce qu'il y a des gars qui sont des légendes dans ce football là. Franchement, moi je discute même pas. Tu me demandes, je sais pas, moi tu me dis Francesco Totti, je te dis légende. Tu me dis Del Piero, je te dis légende. Tu me dis Henry, je te dis légende. Tu me dis machin, je te dis légende, tout ça. Mais bon, après s'ils l'ont gagné. Et à l'inverse, il y a des gars qui l'ont gagné. Ouais, ça va, tu vois, mais... moi, jusqu'à présent, Cannavaro, jusqu'à présent, j'ai des discussions avec lui. Je veux discuter avec Cannavaro. Je veux discuter avec... De très bons joueurs, mais... Ouais, même les deux, là, même les deux frérots, là, surtout Nedved. Nedved devant Henry, là, je pense. C'était Nedved, l'année des invincibles, machin, ça. Nedved devant Henry, là, je veux discuter un peu. Bon, il y a des discussions à avoir, mais bon, écoute. Ribéry, c'est pas facile. Effectivement. Écoute, très bien, on a fait 1 heure, c'est pas mal pour un petit épisode de retour, de rentrée. Donc très cool, les amis, mettez-nous en commentaire votre top, allez, au moins top 5, et si vous avez des petits choix osés, originaux, ou des revendications, lâchez-vous, dites-nous tout ça, et on se retrouve très très vite pour la suite, du côté de chez Stan, là, pour les tocards d'or, ce qui va être encore plus drôle, je crois, trop hâte, et voilà, rendez-vous chez lui, prenez soin de vous les potes, et on se dit à bientôt, bisous.